Voilà, impeccable. Alors, donc, pour la présentation du groupe, Angelis Group, on entame notre 21e année d'existence. On est spécialisé sur la rénovation immobilière, avec notamment, on travaille sur des dispositifs comme le Malraux, le monument historique, le déficit foncier, le Pinel ancien, le de Normandie, et éventuellement le loueur en meublé non professionnel une fois que on a satisfait aux obligations locatives des différents dispositifs. On est aujourd'hui, il y a deux endroits géographiques. Il y a le Gros des Troupes qui est à Perpignan. Il y a un peu plus de 50 collaborateurs, et le siège social qui est à Paris, d'où je vous parle. On est juste derrière l'Opéra, et si par le futur vous voulez qu'on se rencontre pour voir comment on peut imaginer une collaboration, c'est avec plaisir que je vous recevrai ici dans nos locaux. En 2021, donc il y a quelques mois de cela, on a fait un petit peu plus de 30 millions d'euros de production, ce qui est assez conséquent par rapport aux années précédentes. Sur 2021, on a eu moins l'effet Covid que sur l'exercice 2020. Donc, on a eu un chiffre d'affaires qui était plutôt satisfaisant. Et on a un objectif de 2022 d'atteindre les 40 millions d'euros de production. Et bien entendu, j'ai inscrit en fonction du contexte actuel, parce que si on a un variant X, Y, Z qui empêche et qui terrorise les gens, on restera sur une production qui sera moindre. Mais enfin bon, j'ai bon espoir que tout ça finisse rapidement pour éviter tout ce que l'on vit actuellement. On a un capital social aujourd'hui entier de 8 millions et 10 000 euros. Ce qui fait qu'on est une société qui permet d'avoir un poids, notamment auprès des banques, surtout pour acheter du foncier. Quand on a un capital social plus conséquent, eh bien, c'est plus facile pour tout le monde. Alors aujourd'hui, depuis qu'on a démarré notre activité, on a mené un peu plus de 170 opérations, c'est-à-dire qu'on a rénové un peu plus de 170 immeubles. Et donc, ça nous apporte une certaine expérience quant au prix et quant à la manière de pouvoir appréhender un immeuble ancien, puisque bien entendu, lorsqu'on repère un immeuble, il faut qu'on puisse estimer la valeur des travaux au plus juste pour éviter qu'il y ait des dérapages, puisque vous savez que dans les contrats qui nous lient entre les investisseurs et nous, le marché travaux est ferme et définitif, quels que soient les aléas de chantier. Ça, c'est un argument fort, puisque bien souvent, les gens imaginent, ayant eux-mêmes fait des rénovations de salles de bain ou de cuisine, et l'artisan qui leur a fait ces rénovations-là augmente le prix, bien sûr. Le fait de pouvoir rénover un immeuble avec une garantie de prix, c'est plutôt satisfaisant. Et on peut faire ça pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, on a un périmètre d'erreur sur l'estimation de la rénovation qui est relativement serré, ce qui fait que on estime bien les rénovations à faire, et il n'y a pas de surprise, et donc on peut vous apporter cette garantie-là sur la partie des travaux. On a aujourd'hui en stock une trentaine d'opérations, avec celles que je vais vous présenter qui vont arriver. Donc, ça vous permet, vous, d'avoir un choix de dispositifs et de villes assez conséquent pour que, lorsque vos clients disent « je ne veux pas aller dans telle ville, mais plutôt dans l'autre », on peut bien souvent arriver à trouver les solutions. Et on a aujourd'hui un objectif maintenant depuis 2 ans, c'est de travailler essentiellement sur les grandes villes. Au tout début de l'activité, comme beaucoup de gens font lorsqu'ils démarrent une activité, donc il y a 20 ans de cela, on était aux alentours de Perpignan, donc avec des villes qui n'étaient pas forcément extrêmement sexy. Maintenant, vraiment, l'objectif, c'est de partir sur des villes dont on connaît l'existence, Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice, Montpellier, etc., de telle manière à apporter une qualité patrimoniale importante, puisqu'on sait tous ici autour de cette réunion que l'objectif principal et majeur de ce type d'opération, c'est l'emplacement, même si on cède des avantages fiscaux, très bien, mais ce n'est pas l'objectif le plus important. L'objectif le plus important, c'est d'avoir un bien qui soit bien placé pour faire en sorte qu'il prenne de la valeur et que le client soit satisfait in fine. On a plusieurs activités au sein du groupe. Alors,
Il est scindé en plusieurs départements. On a évidemment le département de la recherche foncière, puisque il nous faut des immeubles, hein. Nous, on n'a pas besoin de terrain pour construire. Par contre, on a besoin d'immeubles pour vivre. Donc, on a au sein de l'entreprise 2 entités qui cherchent les immeubles, mais on constate là depuis 5-6 ans que, aussi bien à travers vous, les conseillers en gestion de patrimoine, qu'à travers des agents immobiliers, des mairies, des notaires, on a un apport de produits assez importants dont on fait le tri en fonction des objectifs que l'on a et de la manière dont on veut fonctionner. Sachant que, bien entendu, ça c'est juste pour la petite anecdote, lorsqu'on nous propose des biens, je ne sais pas, un manoir, un château en parfait état, même si c'est dans une ville importante, ça ne nous intéresse pas, parce que nous, ce que l'on veut, c'est bien entendu les travaux. On a un second département dont je m'occupe avec Marcelina Stark, qui est la distribution, donc la commercialisation. Sachez qu'on n'a pas de force de vente en interne, donc vous ne serez jamais en concurrence avec nous-mêmes. On travaille à 98% avec des conseillers en gestion de patrimoine, et puis les 2 autres pourcents, c'est des notaires ou des avocats historiques, on va dire, qui nous apportent leurs clients, mais on n'est pas présent dans le système bancaire pour une raison extrêmement simple, c'est que à partir du moment où la banque valide un bien, il faut passer tout un tas de comités différents et variés, et comme nous travaillons sur des petites entités, entre 10 et 20 lots, quand on a fait tout le circuit bancaire pour valider les opérations sont déjà vendues. Donc, ça n'a pas trop de sens. Et puis, les banques sont très exigeantes. Elles veulent pas de rez-de-chaussée, elles veulent que le miel. Donc, voilà, on n'est pas présent. Donc, votre client ne pourra pas trouver nos produits dans une institution bancaire, et ce qui permet de pouvoir vendre votre indépendance dans le sens où vous allez chercher les produits qui vous semblent être le plus intéressants pour vos clients. Ensuite, bien entendu, on a le staff pour la partie rénovation, avec des conducteurs de travaux, tout un tas de personnels qui vont sur les chantiers pour suivre les entreprises avec lesquelles nous travaillons. On travaille toujours avec les mêmes entreprises qui sont sectorisées géographiquement en fonction des biens que l'on a à commercialiser et à rénover. Et on a des architectes en interne. Bref, on a le staff nécessaire et suffisant pour pouvoir mener à bien ces rénovations et proposer des biens de qualité. Parce que c'est très bien de vendre de plus en plus, mais derrière, il faut se staffer pour que les 2 entités, la vente et la partie rénovation, puissent s'entendre et croître ensemble. Une autre activité, ça c'est un service qu'on propose à vos clients, c'est la partie gestion locative, hein, puisque bien souvent, les gens qui sont intéressés par les produits rénovés, c'est des gens qui gagnent de l'argent, et quand on gagne de l'argent, c'est qu'on travaille beaucoup, et si on travaille beaucoup, on n'a pas forcément le temps de s'occuper de la partie gestion locative. Donc, on a cette entité au sein du groupe, et on propose un mandat de gestion. Alors, on n'est ni plus fort ni moins fort que les copains, on est sur des taux qui sont des taux de marché, mais au moins, on s'occupe de l'entièreté du bien, et ça vous permet à vous, conseiller en gestion de patrimoine, de pouvoir proposer l'intégralité du service pour vos clients. On a une activité parallèle qui s'appelle Angelis Resort, où on fait de la gestion hôtelière. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait de la gestion hôtelière? C'est parce que de temps en temps, au catalogue, on a des hôtels à vendre où le client achète une chambre avec des parties communes, il a un avantage fiscal lié aux travaux de rénovation, et ensuite, il switch sur un bail commercial meublé, donc, qui lui permet d'avoir du revenu net d'impôt. Et il faut donc exploiter ces hôtels. Alors, dans l'exploitation de ces hôtels, trouver le personnel, ce n'est pas très compliqué. En revanche, pouvoir remplir ces hôtels, puisque les baux stipulent que le montant des loyers est garanti, quel que soit le taux d'occupation de l'hôtel. Donc, pour ce faire, il faut les remplir. Donc, vous avez bien compris que Angelis Resort n'est pas connu du grand public. Donc, on est franchisé de gens comme Best Western ou autres, qui nous permet d'avoir accès à leur centrale de réservation, c'est-à-dire qu'on rénove les hôtels en fonction de leurs caractéristiques et de leur cahier des charges, et ensuite on a accès à leur centrale de réservation qui nous permet de remplir les hôtels. Alors, c'est vrai que la crise du Covid, comme tout le monde, les hôtels n'étaient pas pleins, mais ça n'a pas empêché de pouvoir effectivement verser les loyers. Et là, on s'aperçoit que ça y est, le taux d'occupation des hôtels repart un petit peu à la hausse. Donc voilà, quelle est la raison de cette entité-là, Angelis Resort. Et enfin, le dernier né, c'est un bébé qui a maintenant un peu plus d'1 an et demi,
qui est une filiale qui s'appelle Anosis REM, qui est une société de gestion de portefeuille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a obtenu l'agrément de l'AMF pour fabriquer de la SCPI. Autrement dit, on ouvre un fonds, SCPI fiscal, SCPI de rendement, fonds où on va collecter de l'argent auprès des investisseurs, et ensuite, avec ces fonds-là, on va acheter des immeubles, on les rénove et on délivre évidemment une rentabilité. Alors pourquoi on est très fiers de cette société Anosis REM? C'est parce que pour obtenir un agrément de l'AMF, je puis vous assurer que c'est très compliqué. Ils vérifient absolument tout, les comptes, la bienséance des actionnaires, des dirigeants, etc. Mais ça veut dire que lorsqu'on obtient cet agrément de l'AMF pour être société de gestion de portefeuille, ça suppose que l'entreprise est saine. Et ça, c'est un argument que moi je mets en avant lorsque je rencontre, grâce à vous, quelques clients, pour leur expliquer voilà, la manière dont on fonctionne et cette espèce de sécurité liée à cette filiale qui a été créée il y a maintenant une année et demie. J'insiste très fort sur le service que je peux apporter, que tout le groupe peut apporter aux partenaires, puisque on est dans le même bateau, hein, c'est vous qui avez les clients, moi j'ai les produits, donc si on ne s'arrange pas pour faire la connexion, ça peut ne pas fonctionner. Et bien souvent, les CGP qui ont des profils éligibles aux différents dispositifs dans l'ancien n'osent pas faire le premier pas par manque de… Voilà, ils ne sont pas dans leur zone de confort. Donc moi, je propose d'apporter ma modeste connaissance au CGP à travers plusieurs services, notamment, évidemment, vous avez vu le site internet, alors il va être refait pour qu'il soit beaucoup plus lisible qu'il n'est aujourd'hui. On est en train de refaire également les stocks pour qu'on puisse avoir une fiche par dispositif et pas quand vous avez un immeuble sur lequel il y a 3 dispositifs, il y a tellement d'informations sur le stock que ça peut être perturbant. Donc on est en train de travailler là-dessus pour que ça soit beaucoup plus lisible. Donc ça, c'est le premier point. Vous avez, j'imagine, pour la plupart d'entre vous, des codes d'accès. Si vous ne les avez pas, vous me les demandez. Ensuite, j'ai la possibilité pour vous de faire des simulations avec un outil dédié qui est en interne. Pour ce faire, j'ai besoin d'un avis d'imposition. Ça permet de faire un travail un peu plus précis. Et puis, je vous fais les simulations en principe du jour pour le jour, avec un dossier complet, notamment des analyses de prix, parce que l'objection numéro 1 dans ces produits rénovés, c'est bien entendu le prix, donc il faut savoir le traiter et pas se cacher. Et donc, il y a tout un tas d'arguments, bien entendu, pour traiter le prix. Donc, dans ce même document, maintenant, qui est en 10 pages, vous avez ces analyses de prix et ces simulations. Et puis, vous avez également une étude du marché locatif pour savoir s'il y a une tension locative ou pas. Et ça vous permet d'avoir un espèce de canevas pour ceux qui ne maîtrisent pas ces dispositifs-là, où il y a l'explication du dispositif, bien entendu. Ça vous permet donc d'avoir un canevas qui vous permet d'aller en clientèle et de justifier pourquoi vous avez choisi tel dispositif, pourquoi le prix au final il est bon au vu de l'avantage fiscal, bref, et pourquoi le marché locatif est plutôt tendu, c'est ce qui nous intéresse, hein, ça suppose qu'il n'y a pas beaucoup de biens à louer et donc cette capacité à trouver des locataires relativement facilement. Ensuite, avant-dernière aide, c'est l'aide au rendez-vous. Alors, on peut évidemment, en fonction de votre situation géographique, intervenir auprès de vos clients, avec vous, bien entendu, sur la partie rendez-vous, par Zoom, par téléphone, etc. On peut vous aider aussi quand vous avez des notaires en participation qui freinent un petit peu la musique parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas trop ce qu'ils font. Moi, je peux prendre mon téléphone, s'ils acceptent de me parler, expliquer le pourquoi du comment. Bref, tout ce qu'il faut pour faire en sorte que les choses avancent et qu'on ne soit pas freiné par des éléments extérieurs, notamment aussi bien les banques que les notaires en participation qui bien souvent freinent la musique par méconnaissance ou pour les banques pour pouvoir vendre leurs propres produits. Et enfin, quand cette fameuse crise du Covid sera terminée, j'ai pour habitude de faire des réunions d'information. Donc, vous pouvez très bien réunir, pour ceux qui sont dans la région parisienne, 5, 6, 7, 8 couples ici à Paris dans nos bureaux. On fait une espèce de cocktail, enfin peu importe. Je présente l'entreprise, je présente les produits et je peux vous assurer que dans 100% des cas, on fait au moins une vente. Donc, ça vaut le coup. Alors, il faut l'organiser, ça c'est votre charge, hein, bien entendu. Mais moi, je me fais fort de pouvoir être avec vous sur ces réunions-là pour faire en sorte que les choses avancent. Donc, voilà un petit peu le service aux partenaires que je puis vous proposer. Ensuite, rapidement, on vous propose bien entendu tout un tas
de garantie de sécurité, notamment une dommage ouvrage, une décennale, une biennale, une garantie fiscale et juridique donc délivrée par le cabinet Rivière. Quand on fait des produits en vire, en vente d'immeubles à rénover, on a évidemment une GFA, nos prix sont fixes et forfaitaires, et ensuite il y a la partie gestion locative. Et il y a une nouveauté cette année, c'est-à-dire qu'on va essayer de généraliser ça, c'est ce qu'on appelle le contrat de promotion immobilière, le CPI. Vous savez, quand on a des produits en ASL, que ce soit du monument historique, que ce soit du déficit foncier, que ce soit de la Malraux en ASL, bien souvent, les gens nous disent qu'il n'y a pas de GFA, garantie financière d'achèvement, donc mon client n'est pas sécurisé, on peut prendre des risques, etc. Donc, on a mis en place avec le cabinet Rivière ce contrat de promotion immobilière qui permet d'avoir une assurance qui s'appelle, c'est très important, une GBE, une garantie de bonne exécution, qui est l'équivalent d'une GFA et qui donc garantit votre client sur la finalité de l'opération, garantit sur les fonds qu'il va verser, et c'est une garantie extrinsèque, donc donnée par une banque ou un assureur, ce qui fait que maintenant, vous pouvez très bien aller voir vos clients, et si vous avez cette objection de dire il n'y a pas de GFA, moi je préfère une VIR parce que la GFA, ça m'intéresse, ou que la banque vous dit votre produit, vous êtes bien gentil, vous achetez d'un côté le foncier, ensuite les travaux, mais qui me dit que, messieurs, voilà, on a un CPI qui permet de délivrer ce qu'on appelle cette fameuse GBE, je répète, garantie de bonne exécution, pour être tout à fait performant. Donc, je pense que c'est un bon argument à mettre en avant, ce CPI, lorsqu'on fait des montages ASL, parce que c'est un vrai plus. Donc, il y a un coût pour nous, puisque évidemment, il faut payer cette assurance, mais on l'absorbe tout à fait facilement parce qu'on pense sincèrement que ça va faciliter les banques et ça va faciliter les clients. Donc, voilà un petit peu comment fonctionnent les choses. Et quand j'inscris sur le slide produit sur mesure, c'est-à-dire qu'on a cette capacité, notamment en ASL, de pouvoir décaisser les travaux un petit peu à notre convenance, sans forcément suivre l'avancement du chantier, enfin pas forcément immédiatement, et ce qui permet de pouvoir dire à un client, lorsqu'il a un pic de revenus prévu l'année N+1 par exemple, de dire vous versez un minimum de travaux sur l'année N, le minimum chez nous c'est 35% de la valeur des travaux de rénovation de l'appartement en question, et ensuite, vous verserez la totalité à l'année N+1 parce que vous avez, je ne sais pas, une prime, quelque chose, et ça permet vraiment de faire du sur-mesure par rapport à la fiscalité des gens. Et ça, ce n'est valable qu'en ASL, donc quand vous faites une Malraux VIR ou une Pinel VIR, là, on est obligé de suivre l'avancement des travaux, on ne peut pas décaisser les travaux à notre convenance. Mais tous les produits en ASL, on peut effectivement imaginer de décaisser les travaux à notre convenance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais ouvrir le micro, me poser des questions, pas de souci. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui deux opérations. La première, c'est une opération qui, au travers d'un article qui est paru dans le Figaro, on a eu plein de coups de fil parce que c'est un château qui est dans les Yvelines, le château de Sautour, qui est dans la petite ville sympathique de Crespierre, donc c'est à l'ouest de Paris, à proximité, pour ceux qui connaissent un petit peu la région parisienne, à proximité d'Orgeval, de Chambourcy, de Plaisir. Voilà, on est dans cette région-là. Et on est sur un dispositif Pinel ancien. C'est-à-dire que le château, il est, vous le verrez, extrêmement dégradé. Donc, ça suppose une maîtrise de la rénovation très importante. Et ce qui a été salué notamment dans cet article sur le Figaro de mémoire, je crois que c'est ça, oui c'est ça, qui nous a donc mis en avant sur cette partie-là. Alors, c'est une petite vidéo là que je vais vous dérouler qui est donc expliquée. La personne qui parle, c'est un monsieur qui est un architecte qui s'occupe de cette rénovation-là. Alors, son nom est prédestiné puisqu'il s'appelle Monsieur Plan. Donc, Emmanuel Plan, qui est l'architecte. Donc, je vais vous passer cette petite vidéo-là, et puis après, on continue les choses. Alors, je démarre la vidéo. À l'origine, le château était un pavillon avec un escalier à vis. Au second temps du XVIIe siècle jusqu'au XVIII, c'est le corps principal qui se crée avec l'adjonction de 7 travées. Et dans un troisième temps, c'est un autre pavillon qui se complète dans la symétrie avec le premier, qui vient dans le XVIIIe siècle, au tout début, donc compléter cette unité. La restauration va consister à recréer un site en totalité
dans la mesure où il ne reste plus que quelques morceaux de mur. L'intérêt, c'est de retrouver l'apparence d'un château qui était quasiment disparu. Voilà, donc on voit que ce château, effectivement, est extrêmement dégradé, mais la rénovation va être splendide, puisque vous voyez le projet futur de rénovation qui vient d'apparaître sur les écrans. Et voilà, entre nous, tout à fait sincèrement, lorsqu'on présente à un client un dispositif Pinel dans un château comme ça, ancien, je pense que vraiment on est disruptif par rapport à ce qui peut exister sur le marché en neuf classique, puisque les gens vont pouvoir investir et c'est vraiment se projeter sur cet avoir immobilier en région parisienne dans le 78. Crespierre est une petite ville, il doit avoir, je crois, 2500 habitants, mais c'est voilà, comme Orgeval, comme ce genre de ville-là, très qualitative, un, avec un niveau de vie très élevé. Donc, ça peut avoir du sens. Donc, c'est à la rue Saint-Martin. Alors, vous verrez cette opération sur notre stock. Si vous avez besoin après de toute la partie informative, plaquettes, etc., j'ai tout ce qu'il faut. On est donc sur 3 niveaux. Il va y avoir 12 lots, 7T2, 3T3, 2T4, parking, local à vélo et l'investissement global foncier travaux, donc éligible au dispositif Pinel ancien, est à partir de 245 826 €. Alors, sachez, aujourd'hui, on a mis en stock uniquement le rez-de-chaussée, puisqu'on attend la découpe autorisée par PC des étages supérieurs qu'on n'a pas encore. Donc, on a déjà mis 5 lots en commercialisation que vous retrouvez dans nos stocks. Et à partir du moment où on aura la totalité effectivement des lots, vous aurez la totalité de l'immeuble à commercialiser. La livraison prévue, je pense qu'on sera en fonction de la commercialisation début 2025. Peut-être avant si ça part vite, puisque bien entendu, vous savez que lorsqu'on fait ces opérations-là, on a 25 mois à partir du dépôt de ce qu'on appelle la DOC, la déclaration d'ouverture de chantier, pour contractuellement livrer. Donc, cette dépôt de DOC se fait en fonction de la commercialisation. Si la commercialisation dure 6 mois, on démarrera après. Si elle dure 9 mois, on démarrera après. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je pense que courant 2025, premier semestre 2025, c'est quelque chose qui pourra donc être livré. Une autre opération qui, je pense, va avoir également beaucoup de succès, c'est une opération qui est à Bordeaux. On est sur la rue Rodrigue-Pereire, dans le quartier Saint-Seurin. Donc, pour ceux qui voient la présentation, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, vous avez ici la place des Quinconces. L'opération, elle est là, sur le curseur. Vous avez l'Opéra qui est ici, la super place de la Bourse qui est ici, le pont de Pierre qui est là. Donc, vous avez une opération qui est extrêmement bien placée dans Bordeaux. Elle sera éligible au déficit foncier, donc ça a du sens. Elle sera également éligible au Pinel ancien, optimisé au déficit foncier. C'est-à-dire que le Pinel ancien optimisé au déficit foncier, on a sur l'investissement de 100, on a par exemple 80 qui rentrent dans le dispositif Pinel et on a 20 qui permet d'aller impacter une 2044. Alors, vous me direz, pour les clients Pinel qui n'ont pas forcément de revenus fonciers, quel est l'intérêt d'aller impacter une 2044 où il n'y a rien? Simplement par le jeu des 10 700 €, les fameux 10 700 € qui peuvent venir en déduction du revenu global. Ça permet d'expliquer aux clients que sur un Pinel ancien optimisé au déficit foncier, on aura un avantage fiscal lié à cette déduction des 10 700, non pas à la DAT de l'immeuble, mais vraiment à l'année d'acquisition. Donc, monsieur le client, vous avez 1, 2 ou 3 ans sur lesquels vous aurez un avantage fiscal. Et ensuite, une fois qu'on livre l'immeuble à la DAT, c'est l'avantage Pinel classique que vous connaissez parfaitement qui prendra le relais.
Donc, voilà un petit peu pour sa situation géographique. Ça, c'est quelques images du bâtiment qui est dans son jus aujourd'hui. Donc, on voit qu'il est en pierre de taille avec une petite courette intérieure, puisqu'il va y avoir des parkings. Donc, ça, c'est plutôt pas mal dans Bordeaux, de pouvoir commercialiser un bien avec des parkings, ce qui bien souvent n'est pas le cas sur de l'ancien, puisque à l'époque, les voitures, ça n'existait pas trop. Et là, on a la chance d'avoir une courette à l'intérieur dans laquelle on va pouvoir faire nos parkings. Et après, vous avez donc l'image de synthèse qui vous permet de voir un petit peu quelle est la projection. Donc, on va être sur cette qualité d'immeuble où, évidemment, lorsqu'on fait une rénovation, juste pour mémoire, on rénove absolument l'intégralité de l'immeuble. Donc, c'est façade, toiture, toutes les ouvertures, bien entendu, gros œuvre, second œuvre, partie commune, partie privative. Tous les lots sont équipés avec de la domotique, des cuisines, enfin, vous avez absolument tout. Le locataire venant n'a qu'à déposer ses affaires et vivre à l'intérieur. Donc voilà, cette opération, on a finalisé la grille de prix. J'attends les plans. Je pense que d'ici une petite semaine, 15 jours, vous allez l'avoir apparaître dans le stock et notamment également sur les réseaux sociaux, puisqu'on est pas mal présent sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire cette opération. Et le minimum de travaux, là, sur le petit lot qu'on a déterminé, on a 136 215 € de travaux, donc ce n'est pas des gros montants. Alors, il faut ajouter le foncier, bien entendu, mais ça fait des opérations à 250-300. Et pour quelqu'un qui a pas mal de bénéfices fonciers, ça a vraiment du sens. Bonjour Yuri, est-ce que je peux vous interrompre sur cette… Bien sûr. Voilà, Bonjour. juste une petite question. Bonjour, c'est Pascal Druer à Bordeaux. Est-ce que cette résidence qui est très très bien placée pourra être accessible en résidence principale, je l'imagine? Bien sûr, c'est une excellente question, bien entendu. Alors, sachez que toutes les opérations de tout le stock sont éligibles à une résidence principale, puisque lorsqu'on fait une résidence principale, on ne la déclarera pas sur tel ou tel dispositif, donc on fait absolument ce qu'on veut. Donc, on peut très bien acheter effectivement ces appartements à Bordeaux pour faire de la résidence principale, il n'y a aucun sujet là-dessus, que ça soit un monument historique, une Malraux, si vos clients souhaitent y résider, ils peuvent le faire, et dans ce cas-là, ils ne déclarent pas d'avantage fiscal. Sauf pour le monument historique, où ça peut avoir du sens, puisque quelqu'un qui domicilie son foyer fiscal dans un monument historique, dans un appartement, dans un immeuble qui est classé, va pouvoir bénéficier de 50% des avantages. Donc ça peut avoir du sens parce que ça lui permet de payer finalement sa résidence principale avec une grande partie de ses impôts. Mais effectivement, vous pouvez le faire en résidence principale sans aucun souci. J'ai répondu à votre question? Parfaitement Yuri, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Donc, je vais vous montrer là avant que Thibaut intervienne. Je voudrais juste savoir si Thibaut est en ligne. Je ne sais pas si c'est le cas. Je suis là. Super, parfait. Merci. Bonjour Thibaut. Donc, je vais finir rapidement sur quelques images d'opérations que l'on a livrées, que vous voyez un petit peu la manière dont ces opérations sont menées et quel est le résultat final. Alors, vous allez voir rapidement. Donc ça, c'est une opération que l'on a livrée, que je me souviens, c'est à Bordeaux, absolument. C'est Quai de la Grave, c'était un monument historique. Donc vous voyez, on a des prestations qui sont assez intéressantes, c'est assez luxueux, on va dire. Et sachez que tout ce mobilier a été décidé en amont à partir du moment où on a mis en commercialisation. Donc, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois, on suit les tendances. Je dis toujours en grossissant le trait que si un jour la tendance est de mettre, au lieu de mettre du parquet en pointe de Hongrie, c'est de mettre de la moquette rose avec des poils de 20 cm, eh ben, si c'est ce que les gens veulent, on mettra, condition dans un monument historique que l'ABF soit d'accord, bien entendu. Mais vous voyez, donc, ça vous donne un petit peu les tendances. Donc, on voit que les cuisines sont équipées. Vous avez la plaque vitrocéramique, les meubles hauts, les meubles bas, la hotte, le four. Vous n'avez pas le frigo, parce que ça, c'est le locataire qui l'amène. Vous avez une douche à l'italienne, donc c'est plutôt qualitatif. Je vais vous montrer quelques exemples supplémentaires. Ici, l'architecte avait imaginé de faire une cuisine avec un espace bar qui est plutôt sympathique. Ça, c'est la rénovation des parties dites communes. Ça, c'est une opération, ces photos-là de mémoire, c'est dans l'Est de la France, c'est un monument historique également que l'on a livré. Donc, ça vous permet, voilà, juste, je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça permet d'avoir la vision des prestations et de la manière dont les choses sont rénovées. Voilà encore à Bordeaux, Quai de la Grave, le monument historique que l'on avait commercialisé, qui a été livré. Vous voyez, on va même nettoyer dans les coins pour que les choses soient belles et bien faites.
Ça, c'est une autre opération bordelaise, Cours-Martinique, si ma mémoire est bonne. Donc, ce n'était pas un monument historique. De mémoire, je crois que c'était une Malraux, j'en suis pas sûr. Mais vous voyez, il y a un mélange de pierre, il y a un mélange d'acier, de verre, donc c'est assez contemporain. Et moi, j'aime plutôt bien ce type de choses. Voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Donc, on pourra bien entendu à la fin échanger sur différentes choses, mais je vais laisser la parole à Maître Thibaut Duréau qui nous fait l'honneur et le plaisir d'intervenir aujourd'hui dans cette formation fiscale où il va nous parler de la nouvelle réduction COS. Thibaut, c'est à toi. Merci beaucoup, Yuri. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai voulu vous parler de cette nouvelle réduction d'impôt, alors que l'on appelle louer abordable. COS, c'est l'ancien dispositif. La nouvelle réduction d'impôt s'appelle louer abordable, ce qui est peut-être un bon signe puisque les dispositifs Duflot et COS n'ont pas marché. C'est certainement peut-être lié à leur nom. Pardonnez-moi cette petite boutade de début. Mais le Pinel qui a remplacé le Duflot a fonctionné alors que c'était strictement la même chose, peu ou prou la même chose. Et là, le dispositif loué abordable remplace le dispositif COS. Et j'ai voulu m'y intéresser parce que je ne trouve pas inintéressant cette réduction d'impôt. Donc, on ne parlera pas du tout de l'ancien dispositif COS qui était, comment dire, que je considérais comme une usine à gaz qui n'a pas fonctionné. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on vient de créer un article de loi spécifique pour cette réduction d'impôt et un article de loi qui suit l'article 199 novovicies du CGI, qui est l'article dévolu au dispositif Pinel et de Normandie. Alors, on n'est pas sur une réduction d'impôt équivalente à un dispositif Pinel, on n'est pas sur les mêmes montants de réduction d'impôt, mais on va le voir, cumulé à du déficit foncier, je ne trouve pas ça inintéressant. Alors, c'est toi, Yuri, qui passe les slides. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, donc, on parle bien d'investissement dans l'ancien. On parle d'un investissement qui n'est pas compatible avec la réduction d'impôt Pinel de Normandie, par contre, et monument historique. Par contre, elle est bien compatible avec le déficit foncier et même le Malraux, puisqu'il n'y a pas d'interdiction de cumuler cette réduction d'impôt avec un investissement Malraux, une réduction d'impôt Malraux. C'est ça qui est assez surprenant et assez intéressant. Alors, en guise d'introduction, on parle de l'ancien. Et j'aimerais vous faire partager, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois, ce que l'on observe au cabinet. Vous savez qu'on est spécialiste de l'ancien depuis plus de 20 ans maintenant. Et on observe depuis 2 ans environ un changement de paradigme profond de l'activité de promotion immobilière qui se tourne vers l'ancien. Elle se tourne vers l'ancien, pas seulement pour des raisons d'élection municipale, elle se tourne vers l'ancien pour des raisons, j'ai envie de dire, d'une part de prise de conscience générale du fait qu'on n'a jamais autant construit ces 20 dernières années. Le ministre de Normandie, dans une instruction de 2019, évoque le chiffre suivant. De 2006 à 2016, on a construit en France l'équivalent de 4 à 5 terrains de football par heure, ce qui est juste considérable. Et donc, cette prise de conscience généralisée du grignotage toujours plus important des terres végétales et des terres agricoles fait que, eh bien, on se tourne vers l'ancien. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas la seule raison. On est dans un pays de Gaulois et si on ne marche pas à la sanction, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et la sanction, quelle est-elle? C'est une sanction fiscale. Aujourd'hui, on assiste à des sanctions fiscales pour, ce que moi j'appelle des sanctions fiscales pour la construction de logements neufs. Et je vous donne quelques exemples. Le plus emblématique, c'est le suivant. Vous savez qu'on a supprimé la réduction d'impôt Pinel dans le neuf dans les zones B2 et C. Ça veut dire qu'un promoteur qui exerçait dans les zones B2 et C, du jour au lendemain, on lui a dit « vous ne pouvez plus vendre avec un avantage fiscal lorsque vous construisez
dans le neuf. Et un an après, on a créé la réduction d'impôt de Normandie qui s'applique à la réhabilitation du bâti existant. Et les villes dans lesquelles on peut faire de la réduction d'impôt de Normandie sont peu ou prou des villes situées dans les zones B2 et C. Et vous le voyez bien, comment dire, psychologiquement, pour les promoteurs qui exerçaient dans ces zones-là, on leur dit, si dorénavant vous voulez vendre avec un avantage fiscal, ce sera en de Normandie dans l'ancien et ce ne sera pas dans le neuf. Et ça, moi, j'appelle ça une sanction fiscale qui pousse très clairement une partie de l'activité de promoteur vers l'ancien. Bon, après, j'ai d'autres exemples, hein, comme le plafonnement de la commission des CGP qui vous intéresse au premier plan, et qui est plafonnée à 10% dans le neuf, mais sachez qu'elle n'est pas plafonnée dans le Pinel, dans l'ancien, ni dans le de Normandie. C'est assez, là aussi, intéressant. Autre exemple, c'est la suppression de la réduction d'impôt Pinel pour la construction de villas neuves. Alors que la rénovation de villas donc qui existe, eh bien, reste éligible au Pinel dans l'ancien. Donc, vous voyez, tout ça fait que eh bien, l'activité se tourne vers l'ancien et ça tombe bien, c'est ce dont nous allons parler ce matin. Alors, slide suivante. Donc, cette nouvelle réduction d'impôt, louée abordable, de quoi s'agit-il? Pour les plus curieux, je vous encourage à aller voir donc ce nouvel article du Code général des impôts, qui est l'article 199 tricies, donc du CGI. Pour une fois, extrêmement facile à lire. Il n'y a pas besoin d'être avocat fiscaliste pour lire et comprendre ce texte. C'est assez, enfin, de mon point de vue, c'est assez simple. Mais je vais vous le résumer ce matin. Et j'ai vu qu'il y avait une question sur les slides. Yuri, bien évidemment, je vous autorise à communiquer ces slides à l'ensemble des participants. Ok, Thibaut. Alors, slide suivante. Quel est le principe? Alors, j'ai essayé de résumer le principe. Ce n'est pas travailler plus pour gagner plus. Le principe, c'est moins de recettes locatives, plus de bénéfices. Il faut juste retenir ça. C'est assez surprenant. Donc, le bailleur propriétaire va louer moins cher et pour autant, à la sortie, il va percevoir plus de recettes. Donc, cette petite formule, elle permet finalement de résumer assez simplement cette nouvelle réduction d'impôt. Alors, slide suivante. Donc, qu'est-ce que la réduction d'impôt loué abordable? C'est une réduction d'impôt dont l'assiette est constituée par le montant des revenus bruts de location de l'appartement. D'accord? Donc, en Pinel, l'assiette de la réduction d'impôt, c'est foncier plus travaux si vous êtes dans l'ancien et c'est le prix de la VFA si vous êtes dans le neuf. En de Normandie, l'assiette de la réduction d'impôt, c'est foncier plus travaux. Là, dans le loué abordable, l'assiette de la réduction d'impôt, c'est le montant des recettes locatives que vous retirez de la location d'un appartement. Donc, on le voit, on n'est pas du tout sur la même assiette que du Pinel ou du de Normandie. C'est beaucoup plus faible. Mais malgré tout, ce n'est pas inintéressant. Alors, slide suivant. Quel est donc on a vu l'assiette de la réduction d'impôt, c'est le montant des recettes locatives. Je vous ai dit tout à l'heure en principe, le principe de cette nouvelle réduction d'impôt, c'est moins de loyers, si je puis dire, mais plus de bénéfices. Ça veut dire que la réduction d'impôt ne s'applique que si vous décidez de réduire le montant de votre loyer. C'est fait pour éviter, ce dispositif, l'inflation du montant des loyers, ce qui est certainement une bonne chose. On a tous, ou vous avez tous, un enfant étudiant qui a dû quitter le foyer et qui a dû faire ses études à Bordeaux, Paris, etc., ou Nantes. Et vous avez dû trouver un appartement pour votre fils étudiant. Et quelle ne fut pas votre surprise en découvrant le montant des loyers qui parfois est exorbitant. Eh bien, l'objectif de ce texte, c'est de favoriser la réduction du loyer. Si je réduis mon loyer de 15%,
j'ai le droit à une réduction d'impôt de 15% du montant de mes recettes locatives issues de la location de cet appartement. Si je réduis mon loyer de 30%, j'ai le droit à une réduction d'impôt de 35% du montant de mes recettes locatives issues de la location de mon appartement. Alors, il y a marqué 20% et 40%. C'est une augmentation si jamais je décide de passer par un bailleur social. C'est-à-dire je fais de l'intermédiation locative et donc je peux avoir une réduction d'impôt qui passe de 20 dans un cas et 40% dans l'autre cas. Et si je suis dans le très social, avec forcément, là, cette fois-ci, intermédiation locative, je peux bénéficier d'une réduction d'impôt de 65% du montant de mes recettes locatives. Donc, pour résumer, pour faire simple, je réduis mon loyer. Si je réduis le montant de mon loyer, eh bien, j'ai droit à une réduction d'impôt sur le montant de mes recettes locatives. Alors maintenant, par une simulation, est-ce que finalement, il y a un intérêt à bénéficier de cette réduction d'impôt? Et c'est la slide d'après. Bien évidemment, je vois là une question qu'on me pose. Le loyer est plafonné puisqu'on vous demande de le réduire de 15% par rapport au loyer habituel. Et tout ça, c'est fixé par arrêté. Alors, prenons donc l'exemple pour que vous compreniez le principe. Après, on va rentrer dans le… Oui, c'est par ville, tout à fait, hein, c'est par zone. Et c'est fixé par arrêté. Alors, prenons un exemple. Si je loue un appartement à 740 € par mois au lieu de 870 € tel que fixé par l'arrêté, tel que la norme est fixée par arrêté, j'ai donc, vous le voyez là, une réduction de 15% de mon plafond oui, c'est différent du Pinel, hein, je vois la question, effectivement, c'est différent. J'ai donc une réduction de 15% du montant de mon loyer mensuel, d'accord? Eh bien, j'ai le droit, du coup, à une réduction d'impôt parce que j'ai baissé le montant de mon loyer de 15%. J'ai le droit à une réduction d'impôt de 15% du montant annuel de mes recettes locatives. Comme je loue 740 € par mois, 740 fois 12 mois, que je multiplie par 15% le montant de ma réduction d'impôt, et j'ai donc droit à une réduction d'impôt de 1 332 €. On va voir maintenant, entre je fais rien et je bénéficie de la réduction d'impôt, c'est la slide d'après, est-ce qu'il y a un intérêt? Alors, prenons le cas d'un contribuable qui a une tranche marginale d'imposition à 30%, et dans le premier cas, il ne va pas bénéficier de la réduction d'impôt, il préfère percevoir plus de recettes locatives, et dans le second cas, il peut bénéficier de la réduction d'impôt puisqu'il décide de baisser de 15% le montant de son loyer. Alors, petit bémol, malgré tout, les 870 € qui figurent à gauche, c'est un loyer moyen fixé par zonage. Mais vous avez des propriétaires bailleurs peu scrupuleux parce que le marché locatif est extrêmement tendu, qui pourraient décider de louer à 950 € par mois. Alors, même si effectivement, vous avez maintenant, dans la plupart des grandes villes, les plafonds de loyer. Donc, quand c'est le cas, c'est plafonné. Mais en tout cas, les 870 €, c'est le loyer moyen dans le zonage. Alors, dans un cas, le premier cas, vous avez 870 € x 12, c'est-à-dire 10 440 € de recettes locatives annuelles. Quand vous avez une TMI à 30%, vous avez un revenu net d'impôt de 5 512 €, puisque, on le verra juste après dans le déficit foncier, vous avez les prélèvements sociaux de 17,2% qui s'appliquent à l'imposition des revenus fonciers. Dans le deuxième cas, je décide volontairement de réduire de 15% le montant de mon loyer mensuel. Je ne perçois donc non pas 870 € par mois, mais 740 € par mois.
ce qui fait quand même 130 € de moins de manière mensuelle. Et je perçois donc 8 880 € de recettes annuelles. J'ai un revenu locatif net d'impôt de 4 689. J'ai donc une perte de 823 € par an, ce qui n'est pas négligeable. 823 net, bien évidemment. Eh bien, cette perte, elle est compensée par une réduction d'impôt de 740 fois 12 égale 15%, fois 15%, pardonnez-moi, égale 1 332 €. Ça veut dire que vous avez un gain annuel dans cette simulation de 509 €. Donc, vous voyez, ça peut-être, sur certains cas, valoir le coup de baisser de 15% le montant de votre loyer pour bénéficier de cette réduction d'impôt. Bien évidemment, je vais voir les conditions après. Alors, on me demande si ça fonctionne dans le cas d'une résidence gérée. Oui, mais dès lors qu'il n'y a pas les services para-hôteliers. Vous ne pouvez pas bénéficier de cette réduction d'impôt si la résidence gérée fournit les prestations para-hôtelières, les services para-hôteliers, que sont l'accueil, le linge, le petit déjeuner, le ménage, accueil, linge, petit déjeuner, ménage. Voilà, les 4 services para-hôteliers que vous connaissez en résidence gérée. D'accord ? Slide d'après, Yuri. Alors, à quel moment peut-on mettre en place cette loi ? Eh bien, ça fait partie des conditions qui sont sur le slide. Tout d'abord, il faut signer une convention avec l'ANA, une convention de 6 ans. Ça veut dire que vous bénéficiez de cette réduction d'impôt pendant 6 ans. Petite parenthèse, si vous êtes propriétaire, bailleur en ce moment et qu'il y a un locataire dans votre appartement, vous ne pouvez pas bénéficier de cette réduction d'impôt tout de suite. En revanche, vous pouvez attendre la reconduction du bail de votre locataire et lui dire « Je te propose 15% de réduction de loyer en moins » et bénéficier ainsi de cette réduction d'impôt pour peu que vous ayez conclu une convention avec l'ANA. Alors, bien évidemment, le loyer doit être plafonné, ça on vient de le voir, mais également les ressources du locataire. Donc, si votre locataire ne rentre pas dans le plafond de ressources qui est fixé par arrêté également, eh bien, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, pour les baux qui sont en cours, moi je trouve ça pas inintéressant. Faites cette petite simulation, eh bien, vous pouvez bénéficier de la réduction d'impôt lors du renouvellement du bail pour peu que vous décidiez de baisser le montant de votre bail de 15, voire, si jamais les ressources du locataire, c'est le cas, voire de 30% pour bénéficier d'une réduction d'impôt de 35%. Et enfin, donc vous avez bien évidemment la condition de location nue. Hein, tout ça, c'est un dispositif comme le Pinel, Malraux, etc., qui porte sur la location nue à usage de résidence principale. Et il faut enfin que le logement respecte un niveau de performance énergétique qui est fixé là aussi par arrêté, mais il n'y a rien d'extrêmement compliqué à ça. Voilà pour les conditions à respecter pour bénéficier de cette nouvelle réduction d'impôt. Alors, on m'a posé la question également, si en fin d'année de 6 ans, le locataire est resté dans les lieux et que le bail prend fin après l'expiration de la convention ANA d'une durée de 6 ans, vous pouvez encore continuer à bénéficier de la réduction d'impôt jusqu'à la fin du bail. D'accord ? Donc ça, c'est assez intéressant. Donc finalement, on voit que cette réduction d'impôt, elle peut durer plus de 6 ans si le bail persiste avec le locataire en place. D'accord ? Si le bail est toujours en cours avec le locataire en place. Alors, slide suivante. L'intérêt de cumuler avec du déficit foncier ce dispositif, on va le voir par la simulation qui termine cette présentation, eh bien, vous allez tout simplement augmenter
la durée de déficit foncier imputable. Et je vais vous expliquer comment. Donc, ça, non seulement vous allez gagner plus d'argent, mais en plus, vous allez en gagner plus sur une durée un peu plus importante, puisqu'on va voir comment votre durée de déficit foncier permet d'étaler dans le temps cette imputation. Alors, on me pose la question, si vous avez déjà une convention ANA, je ne suis pas certain que ça fonctionne, puisque de mémoire, je crois que c'est à compter du 1er mars 2022, si je ne dis pas de bêtises, à compter des conventions signées à compter du 1er mars 2022. Donc, si vous avez déjà une convention ANA, ça ne fonctionne pas. Il y a une grande interrogation, et ça peut vous intéresser, sur les conventionnements ANA qui donnent droit à des subventions. Je n'ai rien trouvé dans le texte qui interdise cela, et je pense que c'est possible. Ou quand vous faites du conventionnement ANA pour du Malraux, vous bénéficiez bien souvent d'une subvention qui est non négligeable. Eh bien, je pense que vous pouvez bénéficier du Malraux, de la subvention ANA et de la réduction d'impôts loués abordables prévue dans ce texte. Donc, ça peut être jackpot sur certains sujets qui sont montés en réduction d'impôts, Malraux notamment. Alors, slide suivante. Je me permets ce rappel sur le déficit foncier, slide encore suivante, Yuri, avant de vous montrer cette dernière simulation. Je vous le rappelle, les revenus fonciers sont fortement taxés en France. On n'aime pas les revenus du patrimoine en France, puisqu'ils sont taxés à la tranche marginale d'imposition plus 17,2%, soit une imposition maximale de 66,2% pour ceux qui sont à la contribution Fillon, c'est-à-dire la contribution sur les hauts revenus. Donc, ça fait 49% plus 17,2%, c'est-à-dire 66,2%. Pour 1 000 euros de recettes locatives, j'en laisse 662 au Trésor. L'explication est la suivante, c'est qu'on considère que les revenus du patrimoine, ce sont des revenus qui stagnent, puisque la durée de vie moyenne d'un bien immobilier, c'est 12-15 ans. Et donc, on préfère de l'argent injecté dans l'économie, c'est-à-dire dans les startups et dans les entreprises, plutôt que dans l'immobilier. C'est un point de vue qui se comprend, même si on peut regretter, car parfois, le bien immobilier, c'est un moyen de protéger bien finalement sa famille, et que souvent, vous avez des personnes qui ont des revenus modestes qui font un investissement immobilier. On peut regretter malgré tout cette forte taxation. Alors, si le renouvellement du bail est passé ce délai, ça ne fonctionne pas. Il faut renouveler une convention avec l'ANA. J'ai la question qui m'est posée sur le chat. Alors, donc revenus fonciers fortement taxés. Et pour la petite anecdote, sachez que dans la boîte à idées gouvernementale, ça vous paraît énorme, mais vous avez toujours des petites idées qui surgissent. Vous avez 2 amendements qui ont été déposés. Un, imposer les revenus fonciers à 70%. Et 2, un amendement déposé, on est en février 2019 de mémoire, par un député dont je tairai le nom et l'étiquette, on est en période présidentielle, qui prévoyait de taxer les hauts contribuables à une tranche à 80%. Et je me souviens, c'était sur BFM TV avec Jean-Jacques Bourdin à l'époque. Et Jean-Jacques Bourdin de poser la question à ce député, mais première question, qu'est-ce que pour vous un haut contribuable ? Et pour ce député, un haut contribuable, c'était quelqu'un qui percevait 10 000 euros de revenus par mois. Pour la petite anecdote, aux États-Unis, le même type d'amendement de loi avait été pris. Et aux États-Unis, un haut contribuable, c'est quelqu'un qui gagne 10 millions d'euros par an. Donc, vous voyez, il y a une petite différence entre les États-Unis et la France. Chez nous, c'est 10 000 euros par mois, on est un méchant haut contribuable, et aux États-Unis, c'est 10 millions, on ne joue pas dans la même cour. Bref, et Jean-Jacques Bourdin de poser la question à ce député de manière maligne ou de manière naïve, je ne sais pas, vous vous rendez compte, pour un contribuable qui gagne 10 000 euros par mois, il va devoir en laisser au Trésor 8 000 euros chaque mois. En réalité, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Je vous rappelle qu'on est à l'impôt progressif en France. De 0 à 10 600, vous êtes à 0. De 10 600 à 26 000, vous êtes à 11. De 26 000 à 74 000, vous êtes à 30.
74 000, 160 000, 41, et au-delà de 160 000, vous êtes à 45%. Et après, il y a la contribution Fillon. Eh bien, croyez-moi, si vous le voulez, le député en question n'a pas su répondre à la question. J'ai éteint la télé et je suis allé prendre ma douche. Bref, tout ça pour vous dire que ça vous paraît élevé, mais ce n'est pas impossible que ça monte encore, malheureusement. Alors, slide suivante. Sur le déficit foncier, je vous rappelle ces 3 règles et je vais assez vite. Première règle, c'est un principe fiscal qui veut qu'à tout revenu peut correspondre une charge. À tout revenu foncier peut correspondre une charge foncière. Bien souvent, on nous dit « mais le déficit foncier, ce n'est pas possible, ça va disparaître, c'est trop beau pour être vrai ». En réalité, le déficit foncier, ce n'est pas une niche fiscale au sens où on l'entend, c'est-à-dire une réduction d'impôt du type Pinel, Malraux, de Normandie. Ce n'est ni plus ni moins que l'application des règles de la catégorie des revenus fonciers. Vous savez qu'en France, il y a 6 catégories de revenus. Les revenus fonciers font partie de ces catégories. À côté des revenus fonciers, vous avez les traitements et salaires, vous avez les bénéfices agricoles, les BIC, les BNC, etc. Et un même contribuable peut avoir plusieurs revenus imposés dans différentes catégories, et ces différents revenus forment le revenu global. Et bien là, on s'intéresse uniquement aux règles de la catégorie des revenus fonciers, et je ne crois pas qu'on puisse y toucher de sitôt, puisque, encore une fois, ce n'est que du droit commun, ni plus ni moins. Et donc, première règle du déficit foncier, c'est à tout revenu foncier peut correspondre une charge foncière. Vous connaissez les charges foncières classiques, ce sont les frais de copropriété, la taxe foncière, l'assurance du logement, les intérêts d'emprunt, bien évidemment, mais aussi et surtout, et c'est ce qui nous intéresse dans nos programmes, les travaux d'entretien, réparation, amélioration. Tous travaux que vous réalisez, pour peu qu'ils ne soient pas des travaux de construction, reconstruction, agrandissement, eh bien, tout travaux peut être imputé sur les revenus fonciers du contribuable. Si le montant des charges, et notamment si le montant des travaux dépasse le montant de mes revenus fonciers, eh bien, cela me crée un déficit, et ce déficit est imputable sur mon revenu global à hauteur d'un plafond fixé par la loi de 10 700 €. D'accord? Donc, 1, j'efface mes revenus fonciers. 2, si j'ai plus de charges que de revenus fonciers, j'ai un déficit qui s'impute sur mon revenu global le plus souvent, donc mes traitements et salaires, à hauteur de 10 700 €. Par conséquent, si je suis salarié et que je perçois 50 000 € de traitements et salaires par an, je serai imposable que sur 39 300, c'est-à-dire 50 000 moins 10 700, ce n'est pas négligeable. Et si, troisième point, le montant de mes travaux dépasse mes revenus fonciers, dépasse 10 700 €, eh bien, le solde est imputable sur mes revenus fonciers des 10 années suivantes. D'accord? Donc, il n'est pas perdu, il est stocké sur ma déclaration 2044 et va venir effacer les revenus fonciers des 10 années suivantes. Et voilà ce que ça donne sur une petite simulation que j'ai faite, c'est la slide d'après. Voilà ce que ça donne pour mieux comprendre. Alors, je cite à nouveau cet exemple de mon chirurgien que vous devez connaître par cœur, qui maintenant est une histoire un peu éculée, mais c'est une histoire vraie et j'aime bien la raconter. C'est un ami chirurgien qui travaille à Bordeaux et qui, en 5 ans d'activité, percevait 15 000 € net par mois. Et on lui a proposé, place de la Victoire à Bordeaux, pour ceux qui connaissent Bordeaux, un appartement entièrement refait à neuf. C'était de l'ancien, mais entièrement refait à neuf. On n'était pas en VFA. Et il me demande ce que j'en pense. Et je lui explique que avec 15 000 € net par mois, il a déjà, en 5 ans d'activité, une tranche marginale d'imposition à 41%, si bien que les recettes issues de la location de son appartement seront taxées à 41 plus 17,2% les prélèvements sociaux, c'est-à-dire 58,2%. Pour 1 000 € de recettes locatives perçues, il va en laisser 582 au Trésor. Je lui explique qu'il a plutôt intérêt à se positionner sur l'appartement le plus dégradé qui soit. En plus, plus l'appartement est dégradé, moins il sera cher par rapport à un appartement refait à neuf, donc il aura moins de droits d'enregistrement à payer à l'entrée. Et il va réaliser 70 000 € de travaux sur cet appartement. Et voilà ce qui se passe
pour mon chirurgien qui n'a pas de revenu foncier puisque c'est son premier investissement locatif. Voilà ce qui se passe donc pour mon chirurgien. Première règle, à tout revenu peut correspondre une charge. J'inscris donc 0 € de revenu foncier et j'inscris 70 000 € de travaux réalisés dans le courant de l'année. À ce stade, mon chirurgien ne gagne rien. Oui, mais forcément, il ne payait pas d'impôt sur le revenu foncier puisqu'il n'avait pas de revenu foncier. Il a donc un déficit foncier de moins 70 000 € qui est imputable sur son revenu global à hauteur de 10 700 €. Mon chirurgien percevait 200 000 € de BNC, de bénéfices non commerciaux. Il est donc imposable non plus sur 200 000 €, mais sur 200 000 € moins 10 700 €, donc sur 189 300 €. Ça lui fait donc un petit gain fiscal de 10 700 fois 41%, c'est-à-dire fois sa tranche marginale d'imposition, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de prélèvements sociaux sur le revenu global, sauf en ce qui concerne bien sûr les BNC, etc., mais pas dans ce cas-là de 10 700. Donc, il a eu un gain fiscal de 41% fois 10 700 €. Et ce qui est intéressant dans le cadre de mon chirurgien, c'est que le solde de déficit, en l'occurrence ici 70 000 moins 10 700, c'est-à-dire 59 300, est stocké sur sa déclaration de revenus et va venir effacer ses revenus fonciers des 10 années futures. Si l'appartement de mon chirurgien est loué 500 € par mois, c'est-à-dire 6 000 € par an, 6 000 € par an pendant 10 ans, ça fait 60 000 €. Et vous le voyez bien, les 59 300 € de déficit foncier reportable va effacer les futurs revenus locatifs de mon chirurgien pendant 10 ans. Si bien que vous avez enrichi le patrimoine de votre chirurgien sans qu'il soit jamais fiscalisé pendant 10 ans. Et j'en viens à cette réflexion qui me fait dire que bien souvent, on considère que le déficit foncier ne s'applique qu'aux contribuables qui ont des revenus fonciers. Et moi, je vous dis avec cet exemple que vous pouvez proposer du déficit foncier, à des contribuables qui n'ont pas de revenus fonciers, ce qui leur permet de bénéficier pendant une certaine durée, en l'occurrence 10 ans, de revenus non fiscalisés. Alors non, vous n'avez pas, il y a une question qu'on me pose, le report, les 59 300 € ne viennent pas s'imputer sur le revenu global. Les 10 700 € sur le revenu global ne peuvent s'imputer que l'année du paiement de la dépense travaux, c'est-à-dire l'année de la création du déficit. D'accord ? Donc, les 59 300, ce n'est que sur les revenus fonciers des 10 années futures. Pour répondre à votre question et pour l'illustrer, mon chirurgien aurait très bien pu verser ces 70 000 € de manière étalée dans le temps et il aurait pu verser, par exemple, 35 000 € sur un exercice fiscal et 35 000 € sur l'exercice suivant. Dans ce cas, il aurait créé 2 fois un déficit puisqu'il n'a pas de revenu foncier, et il aurait eu l'impact de 10 700 € sur 2 exercices différents. D'accord ? Parce qu'il a créé un déficit sur 2 exercices différents. J'espère que j'ai été clair et que j'ai répondu à votre question. Effectivement, s'il vend avant 30 ans, il va payer de la plus-value. Ça, c'est certain. Puisque, vous le savez aujourd'hui, la plus-value est exonérée au bout de 22 ans et les prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Maintenant, comment vous dire, j'ai un principe fiscal qui est le suivant, un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, donc il ne faut pas se freiner au motif que dans le futur, on sera fortement taxé. Parce que nul ne sait de quoi l'avenir est fait. Si ça se trouve, l'investisseur, le contribuable, voudra récupérer l'appartement pour sa retraite, si l'appartement est fixé et dans une grande ville. Si ça se trouve, son fils va faire ses études dans la ville considérée. Et si ça se trouve, et ça c'est mon côté optimiste, on peut espérer que l'exonération pour durée de détention soit plus favorable. On a le droit de rêver. Par exemple, 18 ans au lieu de 22 et 25 au lieu de 30, je ne sais pas.
même si, encore une fois, ce n'est pas la tendance du moment. Il va bien falloir renflouer les milliards de tests PCR du mois de décembre et du mois de janvier. Pardonnez-moi cette petite parenthèse. Donc, je doute, même si, encore une fois, je reste positif, je doute que, pour l'instant, on modifie la durée de détention des plus-values. Mais encore que, on est en période électorale. Alors, sous réserve, là aussi, que nos chers candidats qui sera élu respecte son programme. Ça aussi, c'est autre chose. Mais vous avez pu suivre que pratiquement tous les candidats se sont saisis de la question des droits de succession. Donc, on risque d'avoir une modification notable et favorable en ce qui concerne les droits de succession. C'est assez surprenant. On ne sait pas quelle est l'origine de ça. Je pense qu'il y a dû avoir de la surenchère politique, si je puis dire. Un premier a dû s'en saisir et puis tout le monde l'a repris. En tout cas, c'est au programme de candidats sur les droits de succession. Sur la plus-value, malheureusement, il n'y a rien, ou en tout cas, je n'ai rien vu. Alors, existe-t-il une liste précise des travaux éligibles au déficit foncier? C'est entretien, réparation, amélioration. Entretien, réparation, on sait ce que ça veut dire. Je mets un coup de peinture, je répare une fenêtre, une porte, il n'y a pas de difficulté. Amélioration, la définition est très large et la définition, retenez là, c'est la suivante. C'est ce qui permet d'apporter un confort nouveau à l'immeuble. Je refais du double vitrage, enfin, je fais du double vitrage au lieu du simple vitrage, c'est un confort nouveau, c'est déductible. Je refais tout le système de chauffage, c'est un confort nouveau, c'est déductible. Je refais toute l'électricité, c'est un confort nouveau, c'est déductible. C'est ce qui nous permet, la définition de l'amélioration, c'est ce qui nous permet de passer un grand nombre de travaux. Attention toutefois, tout ce qui est démolition, déplacement d'escalier avec bouchage de trémies, etc. Attention à la façon dont c'est noté dans vos devis travaux parce que l'administration fiscale peut vous titiller et vous embêter sur ces sujets-là. Bref, c'est notre métier, lorsqu'on apporte une garantie fiscale à ce type de produit, de vérifier en amont le permis de construire, bien évidemment, mais aussi le CCTP, le cahier des clauses techniques, pour vérifier que les travaux soient bien éligibles. Alors, j'en ai terminé avec la slide d'après, si je ne dis pas de bêtises. Alors, non, je n'en ai pas tout à fait terminé. Un point important que l'on me pose, c'est quelle est l'obligation que j'ai pour bénéficier du déficit foncier et notamment de durée de location. Eh bien, aussi surprenant que cela soit, vous n'avez pas de durée. Alors, excuse-moi, j'ai une question qui est un peu longue. Je la lis. Il semble venir depuis le rapport Pinel et on est dans la situation de l'offre professionnelle. Alors, effectivement, donc on me pose la question, qu'en est-il de cette niche fiscale du déficit foncier, notamment comparée avec le Pinel? Il est vrai que ce sont deux régimes différents. Pourquoi? D'abord, le Pinel ou le Malraux, ce sont des réductions d'impôts. Donc, on vient taper directement sur l'impôt. Le déficit foncier, c'est une réduction d'assiette, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'une dépense travaux va diminuer une assiette imposable, une assiette de revenus imposables, en l'occurrence, de revenus fonciers. Donc, ce n'est pas tout à fait comparable. Il est vrai aussi que la réduction d'impôt Pinel s'adresse en général à des contribuables qui ont une tranche marginale de 11, et encore, c'est rare, mais surtout de 30%, alors que les investissements déficit foncier peuvent effectivement se prêter à des contribuables qui ont plutôt des tranches marginales d'imposition plus lourdes. Mais lorsque le déficit foncier est bien fait, avec un versement de travaux qui est étalé dans le temps, et notamment sur 3 exercices fiscaux. Et je vous rappelle que 3 exercices fiscaux, ça ne veut pas dire 3 fois 12 mois. 3 exercices fiscaux, ça veut dire le 31 décembre d'une année, les 12 mois qui suivent et le 2 janvier de l'année N+2. Si bien que vous êtes sur 12 mois et 2 jours, mais sur 3 exercices fiscaux. Et si vous vous créez un déficit foncier sur ces 3 exercices fiscaux, vous avez droit à une réduction d'impôt quelque part
puisque vous imputez 10 700 € sur le revenu global, eh bien, une réduction d'impôt de la TMI du contribuable. Donc, un contribuable qui a 30% de TMI, eh bien, il a 30% de 10 700 sur 3 exercices. Avec le déficit foncier qui reste, il n'est jamais imposable. Donc, le déficit foncier bien monté, je pense, peut avoir du sens. Après, la question, c'est les prix que vous posez. Et bien évidemment, et Yuri pourra peut-être terminer là-dessus, il a une très bonne argumentation sur la comparaison des prix avec le neuf. Moi, la seule chose que je peux vous dire, effectivement, les prix de l'ancien sont pour l'instant toujours un peu plus chers que les prix du neuf. Maintenant, je vous raconte une anecdote. Donc là, c'est moins mon métier, ça va plus être celui de Yuri et le vôtre. Mais je vous raconte juste une anecdote suivante. J'ai vu qu'il y avait des participants de Bordeaux. Eh bien, je pense qu'ils connaissent comme moi cette anecdote où au début des années 2000, vous aviez des programmes en déficit foncier qui sortaient au Chartron à Bordeaux. Il faut savoir que les Chartrons, à l'époque, c'était le coupe-gorge de Bordeaux et que les programmes sortaient à 3400, 3500 du mètre carré. Et on nous disait, vous êtes des fous furieux. Alors, même si ce n'est pas nous, avocats, qui sortions les dossiers, nous ne faisons que les valider fiscalement, mais on nous disait que c'est impensable d'avoir un programme à 3500 du mètre quai des Chartrons à Bordeaux au début des années 2000. Eh bien, 15 ans après, 15-20 ans après, quai des Chartrons aujourd'hui, et peut-être que ceux qui sont à Bordeaux m'arrêteront, mais ça se vend sans défiscalisation entre 6 000 voire 7 500 du mètre. C'est le quartier à la mode, qui est très sympathique d'ailleurs, parce que c'est un quartier qui allie parfaitement le vélo, le piéton et la voiture, avec un charme et une authenticité. Mais qui aurait pu croire qu'effectivement, 15-20 ans après, les Chartrons allaient s'embellir de telle manière. Donc l'immobilier, c'est un peu un pari que vous faites et que vous prenez, un pari sur l'avenir. Donc oui, c'est toujours plus cher que le neuf, l'ancien, mais vous savez qu'on a un dicton chez nous que je vous répète, c'est que le neuf ne fait pas de l'ancien, le neuf fait du vieux. Donc certes, vous serez moins cher sur le neuf, mais je pense que le neuf va toujours moins bien vieillir que l'ancien, si je puis dire. La belle pierre prend de la valeur, le neuf, j'en suis moins sûr. Alors, si je peux me permettre, Thibaut, il y a un autre argument essentiel entre le neuf et l'ancien, c'est que le neuf, bien souvent, est en périphérie de ville, puisque le promoteur a besoin de terrain, alors que l'ancien, c'est plutôt central. Et comme on sait tous, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui compte, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc, dans l'ancien, on a un argument très fort. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Merci, oui. On pose la question perspective sur les plus-values. J'en ai pas vu, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas vu de perspective sur la plus-value immobilière sur les proposées par les candidats. Peut-être qu'il y en a, mais je ne les ai pas vus. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça dans les programmes qui commencent à se profiler. Pour l'instant, il n'y a rien sur ce sujet. Alors, vous me parlez là d'UDF, mais je pense que vous parlez du dispositif COS, parce que les 85%, c'était dans le dispositif COS. Là, dans le louer abordable, c'est une réduction d'impôt. Et attendez, j'ai un doute. Voilà, les 85% n'existent plus. C'est 65% pour le plus gros montant de réduction d'impôt. Alors, sur le déficit foncier, j'en termine avec cette obligation de location nue. Eh bien, je vais vous surprendre en vous disant qu'il n'y a pas de délai de location nue lorsque je suis en déficit foncier. Vous avez juste un principe fiscal. Donc, je vous ai dit qu'à tout revenu peut correspondre une charge. L'inverse n'est pas vrai. À toute charge doit correspondre un revenu. C'est-à-dire que pour bénéficier du déficit foncier et pour imputer, il faut louer. Il ne faut pas se conserver la jouissance du bien. Ça, c'est une certitude. Maintenant, la question, c'est combien de temps dois-je louer pour bénéficier de mon déficit foncier? Eh bien, vous n'avez pas de durée fixée par les textes de loi.
ou plus exactement, vous avez une durée, mais qui ne s'applique pas à tous les coups. Je vous explique pourquoi. Le seul durée qui est prévue par le texte, accrochez-vous, c'est le seul petit moment difficile de la matinée. La durée fixée par le texte, c'est « je dois louer jusqu'au 31 décembre de la 3e année qui suit la dernière imputation sur le revenu global. Je dois louer jusqu'au 31 décembre de la 3e année qui suit ma dernière imputation sur le revenu global. Si donc je fais une dépense en décembre 2021 qui s'impute sur mon revenu global à hauteur de 10 700 €, je dois louer jusqu'au 31 décembre de la 3e année qui suit la dernière imputation sur mon revenu global. Je dois donc louer jusqu'au 31 décembre 2022, 2023, 2024. Donc, vous allez me dire, vous avez 3 ans de location. Je vous réponds pas tout à fait et je vous fais 2 observations sur ce texte. Première observation, si jamais je n'impute pas sur mon revenu global, si je n'ai pas d'imputation sur mon revenu global, comment cela est-il possible? Eh bien, je n'ai pas de déficit foncier. Exemple, j'ai 50 000 € de revenus fonciers, je fais 50 000 € de travaux, j'efface l'intégralité de mes revenus fonciers, mais je n'ai pas de déficit imputable sur mon revenu global. Par conséquent, je ne suis pas soumis à cette règle du 31 décembre de la 3e année qui suit la dernière imputation sur le revenu global. Vous allez me dire, bon, je dois louer nu, mais dans ce cas, combien de temps dois-je louer nu puisque je n'ai pas imputé sur mon revenu global? Eh bien, il n'y a pas de délai fixé par le texte. Nous conseillons au cabinet une location minimale de 12 mois. Et bien évidemment, passé ce délai, vous ne pouvez pas mettre à la porte votre locataire. Je vous rappelle qu'il y a une loi du 6 juillet 89 qui régit les relations entre bailleurs et locataires. Mais si votre locataire décidait de partir passer ce délai de 12 mois, vous pourriez récupérer l'appartement pour vous ou le passer en location meublée du type Airbnb sans que cela remette en cause votre déficit foncier. D'accord? Donc ça, c'est important. Et deuxième observation sur ce texte, je dois louer nu jusqu'au 31 décembre de la 3e année qui suit la dernière imputation sur le revenu global. Si vous faites le versement des travaux en 2021 et que cela vous procure un déficit foncier, eh bien, imaginez que le chantier n'est pas commencé et que le chantier débute en septembre 2022. Donc, vous avez fait l'intégralité de votre versement en décembre 2021 avec une imputation sur le revenu global. Vous devez donc louer jusqu'au 31 décembre 2024, 31 décembre de la 3e année qui suit la dernière imputation sur le revenu global, mais vous ne pouvez pas louer puisque le chantier n'a pas démarré et qu'il démarre en septembre 2022 pour s'achever en juin 2023. Eh bien, dans ce cas, vous n'avez pas de délai de location de 3 ans, comme on l'entend bien souvent. Vous devez louer jusqu'au 31 décembre 2024, c'est-à-dire 1 an et demi, puisque votre chantier se termine en juin 2023, donc date à laquelle vous pouvez seulement mettre en location. Et comme il vous reste 31 décembre de la 3e année jusqu'au 31 décembre 2024 pour louer, vous ne pouvez louer que 1 an et demi. Passé ce délai, vous pouvez récupérer votre appartement sans que cela remette en cause votre déficit foncier. D'accord? Non, si votre charge correspond à vos revenus fonciers, vous n'avez pas de déficit foncier, puisque si vous avez 50 000 € de revenus fonciers et 50 000 € de charges, vous n'avez pas de déficit foncier et donc vous n'avez pas l'impact de 10 700 sur le revenu global. C'est la question qui est posée sur le chat. Les 10 700 ne s'imputent sur le revenu global que si vous avez un déficit foncier, c'est-à-dire que si le montant de vos charges dépasse le montant de vos recettes locatives. Voilà, j'en termine, Yuri, avec cette simulation sur le louer abordable et déficit foncier, c'est la slide. Ah non, alors excusez-moi, j'ai fait un. Je ne me souvenais plus que j'avais un passage sur le déficit foncier et le prélèvement à la source. Juste pour vous dire la chose suivante, c'est que tous les lundis au cabinet, nous avons un scanner de notre activité depuis 20 ans. Et il y a 20 ans, 100% des opérations validées par le cabinet, c'était du Malraux. C'est surprenant, hein, mais à l'époque, ce marché-là était un marché de niche et on ne réalisait que les opérations Malraux, puis très vite des opérations en monument historique. Donc, c'était Malraux, monument historique. Aujourd'hui, les opérations en déficit foncier représentent 60% des opérations validées par le cabinet. Pourquoi? Et en grande partie
avec un boom ces 2 dernières années. Pourquoi? Tout simplement grâce au prélèvement à la source. Puisque les opérations en déficit foncier et les opérations en monument historique, parce qu'elles viennent diminuer l'assiette des revenus imposables, peuvent permettre de moduler à la baisse le prélèvement à la source. Et donc, vous avez un effet de trésorerie non négligeable. C'est la raison pour laquelle vous avez intérêt à réaliser vos opérations ou à faire réaliser les opérations en déficit foncier à vos clients dès le début de l'année pour annuler dès le début de l'année votre acompte de prélèvement à la source. Exemple, si vous avez 50 000 € de revenus fonciers imposables chaque année et que ces revenus fonciers vous donnent un prélèvement, enfin vous entraînent un acompte de prélèvement à la source de 2 000 € par mois, d'accord, donc 24 000 par an, eh bien, si vous savez dès le début de l'année que vous allez réaliser un investissement en déficit foncier qui va gommer ces 50 000 € de revenus fonciers imposables, eh bien, dès le début de l'année, vous pouvez aller sur le site impôt.gouv pour annuler l'acompte de prélèvement à la source et avoir un effet de trésorerie non négligeable. Et je vais même aller plus loin, si vous êtes un peu joueur, vous pouvez aller dès le début de l'année, alors même que vous ne vous êtes pas positionné sur un investissement de déficit foncier. Allez sur impôt.gouv pour annuler purement et simplement votre acompte de prélèvement à la source au titre de l'impôt sur vos revenus fonciers. Et puis tranquillement, la fleur au fusil, si je puis dire, vous allez rechercher pour votre client le meilleur investissement en déficit foncier. Et vous trouvez ce meilleur investissement en octobre 2022. Donc pour l'instant, vous avez gommé l'intégralité de votre prélèvement à la source sur les revenus fonciers. Donc, un effet de trésorerie non négligeable, et vous n'avez pas dépensé, si je puis dire, de dépenses travaux et d'investissements sur le foncier pour réaliser l'investissement en déficit foncier. Vous le faites uniquement en octobre-novembre avec un versement, si vous êtes très très joueur, au 31 décembre 2022, et ça vous permet d'avoir un double effet de trésorerie, si je puis dire. Non seulement vous ne… Alors, bien évidemment, il y a toujours des différés de remboursement d'emprunt, donc j'exagère un peu quand je dis un double effet de trésorerie, mais quand même, non seulement vous avez annulé votre acompte de prélèvement à la source dès le début de l'année, mais en plus, vous n'avez pas investi tout de suite dans l'investissement en déficit foncier, vous le faites en fin d'année, ce qui vous permet d'avoir ce double effet qui se coule de trésorerie. C'est tout l'intérêt de réaliser les investissements en déficit foncier depuis l'instauration du prélèvement à la source, et qui plus est, de le faire en début d'année. Si vous faites un investissement en déficit foncier en fin d'année, c'est quand même regrettable puisque vous aurez payé tout votre acompte de prélèvement à la source en janvier, février, mars, tout ça jusqu'à la fin de l'année. Vous réalisez votre investissement en déficit foncier en décembre, qui va vous donner droit à un remboursement de l'impôt indûment payé en septembre de l'année N+1. Donc, c'est quand même regrettable. Je vous conseille fortement de faire les investissements en déficit foncier en début d'année. Slide suivante, Yuri. Et slide encore, pardonnez-moi, ça je l'ai dit. Voilà. Alors, déficit foncier et réduction d'impôt loué abordable. Dans le cas, pas de réduction d'impôt, dans le cas avec réduction d'impôt. Donc, j'ai repris le même exemple que précédemment, où dans un premier cas, vous avez 870 € de recettes locatives mensuelles, ce qui vous donne droit à 10 440 € de recettes locatives annuelles. Vous avez un revenu locatif net d'impôt de 5 512 €. Et vous vous êtes créé un déficit foncier qui, bien évidemment, vient gommer ces 5 000, qui vient gommer, pardonnez-moi, l'imposition de vos revenus fonciers. Et dans le deuxième cas, avec la réduction d'impôt, vous avez 740 x 12, 8 880 de recettes locatives. Vous avez des revenus locatifs nets d'impôt de 4 689, forcément, parce que vous avez moins d'impôts. Mais souvenez-vous, je ne l'ai pas marqué sur la slide, souvenez-vous que vous avez le droit à 1 332 € de réduction d'impôt par an pendant 6 ans. Ce que l'on voit, c'est que non seulement vous avez bénéficié d'une réduction d'impôt qui vient compenser la perte de loyer, mais comme vous avez une perte de loyer, vous avez
comment dire, plus d'années d'imputation liées à votre déficit foncier reportable. Les 5 512, quand vous les multipliez par 10 années, eh bien, ça vous fait 55 000 euros de recettes locatives. Mais vous n'avez un déficit foncier que de 50 000. Alors que dans l'autre exemple, vous avez 4 689 de recettes locatives annuelles qui vous permet d'être intégralement gommé grâce à votre déficit foncier. Donc, si je puis dire, vous gagnez moins de recettes locatives, donc vous avez une durée plus longue de déficit foncier imputable. Et ce gagner moins, il est compensé par la réduction d'impôt de 1 332 euros par an pendant 6 ans. Donc, ce n'est pas négligeable, me semble-t-il. Alors là, encore une fois, hein, c'est une simulation extrêmement simple de fiscaliste. Je n'évoque pas la trésorerie, l'effort de trésorerie, l'effort d'épargne, etc. Tout ça, ce sont vos simulations à réaliser. Mais sur le principe, je ne trouve pas inintéressant de cumuler le louer abordable. Et encore, là, j'ai pris 15%, je n'ai pas pris 30%. Là, c'est un choix aussi de se dire 15%, c'est tel type de population. Donc, ça me convient mieux plutôt que du 30% ou du 65%. Et donc, vous avez, encore une fois, une durée d'imputation plus longue grâce à cette diminution de recettes locatives, diminution compensée par la réduction d'impôt annuelle. Voilà, je crois que j'en ai terminé, Yuri, il me semble que je n'ai plus le slide. Voilà, c'est ça. Et donc, alors, n'hésitez pas hein, encore une fois, c'est une version simplifiée parce que c'est toujours compliqué en visio. N'hésitez pas à me faire part de vos questions. Yuri, vous pouvez adresser mon adresse mail, c'est autorisé, bien évidemment. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Thibaut. Pour ceux qui ont posé des questions sur le chat, Thibaut, on a répondu à certaines, mais j'imagine pas à toutes. Je vais pouvoir donc décortiquer le chat et vous apporter les réponses nécessaires. Une fois qu'on a dit ça, donc, on est à votre disposition pour toutes les questions pratiques concernant ce louer abordable et non pas la nouvelle loi COS comme je l'avais indiqué dans le slide. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser avant qu'on arrête cette intervention? Que se passe-t-il si les revenus du locataire augmentent? C'est ce que je vois sur le chat. Ce n'est pas très grave, ce qui compte, ce sont les revenus du locataire au moment de la signature de la convention. Si le locataire en cours de bail augmente ses revenus, ce n'est pas grave. Bon, pas d'autres questions? Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous d'avoir participé à cette réunion. Merci au cabinet avocat fiscaliste avec Maître Duréo pour son exposé plein de malice et plein d'humour. Et puis, voilà, nous restons à votre disposition. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Merci Yuri. à vous. Merci. Merci à vous deux. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, Yuri. Au Bonne journée. revoir. Salut Yuri. Salut, salut. Merci et bonne journée. Bonne journée, merci. Yuri, je profite peut-être si tu as encore 2 minutes. Oui, oui, je suis là. Je ne sais pas si tu me vois, je vais activer. Attends, tac. Voilà, ok. Oui, merci tout d'abord pour la conférence, très bien. Donc, j'ai étudié un petit peu là, plus en détail le nouveau COS, là, le nouveau louer abordable par rapport à l'ancien, puisqu'on l'a pratiqué un petit peu. Alors là, il y a quand même deux aspects là-dedans par rapport à l'ancien système qui sont moins intéressants. C'est premièrement le cas de figure des subventions, effectivement, quand il touche les subventions, elle est pleinement, il n'y a plus d'abattement comme auparavant, hein, donc ça c'est une chose, donc faut faire un peu attention parce que le paiement de la subvention, elle arrive en règle générale après les travaux. Donc, elle arrive l'année de livraison. Si tu livres en janvier, février, mars, il va le toucher avant la fin de l'année. Si tu livres en octobre, novembre, ça va être payé, ça sera payé l'année suivante. Donc, en règle générale, on n'a plus de déficit foncier. Alors, je veux dire, on n'a plus de nouvelles dépenses de travaux déductibles. On fonctionne en report s'il y en a encore. Donc, ça peut, faut bien faire attention parce que dans ce cas,
du coup, ça génère un coût IR et prélèvements sociaux quand même non assez considérable si on ne fait pas gaffe. Deuxième chose, alors, il me semble quand même que ce nouveau système vise plutôt des primo-investisseurs ou les petits bailleurs, parce que les gros bailleurs, quand ils prennent 2 ou 3 appartements de ce genre reconventionnés en COS, ah bah là, tu exploses les 10 000 € de plafonnement global, parce qu'en règle générale, ce sont des gens entre 40 et 50 ans, chez nous au moins, qui ont de famille, qui ont déjà, qui payent, qui ont déjà 15 000 ou 12 ou 15 000 € de dépenses pour emploi à domicile. Ça veut dire, dans les 10 000 € de plafonnement, il n'y a plus grand-chose qui reste. Donc, il y a quand même quelques contraintes. Il faut, mais ça permet de l'autre côté de viser une autre clientèle qui Je est pense que c'est exactement le but du dispositif, c'est de viser les petits bailleurs qui sont bien plus nombreux que les gros, évidemment. Ouais, ouais. Donc, voilà. Ok, Donc, ok, super. Merci de ton intervention. Écoutez, je pense que là, il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés. Merci à tous en tout cas. Encore une fois, bon appétit et je vous dis à très bientôt. Merci. Au merci, bonne revoir. journée. Bonne journée.